Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice, ici Mimi, et déjà merci beaucoup d'écouter The Boys Club. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier de ce podcast que je te propose, puisque c'est le premier épisode qui est en partenariat avec un film, et pas n'importe quel film. Je te parle de Bonhomme, un film français qui sort ce 29 août et qui est vraiment très très bien. Bonhomme, c'est l'histoire de Piotr et Marilyn, ils sont amoureux, tout va bien, ils s'engueulent parfois, ils s'aiment très fort, sauf qu'un jour, ils ont un accident de voiture et le crâne de Piotr heurte le pare-brise. Rien de bien grave a priori, sauf que Piotr ne sera plus le même puisqu'il souffre du syndrome frontal, une lésion cérébrale qui le rend, quelque part entre 8 ans d'âge mental et 14 ans dans le slip, c'est-à-dire qu'il est très peu autonome, un peu impulsif et qu'il a très très envie de baiser. Marilyn va se retrouver dans le rôle compliqué d'infirmière à domicile / petite amie, ce qui n'est pas quelque chose que je te conseille. Ce que je te conseille par contre, c'est d'aller voir Bonhomme en salle, car c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et qui sait rester tout en nuances. On rit, on pleure, on tombe amoureuse, on se questionne, et est-ce que finalement c'est pas ça qu'on veut quand on va au cinéma ? Piotr est incarné par Nicolas Duvauchel, et je suis très fière de te dire qu'il est donc l'invité de ce Boys Club. Bonne écoute. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Il y a de l'écho. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Une semaine sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Oh, la youtubeuse beauté. Mademoiselle est partenaire du film Bonhomme en salle le 29 août, qui est une petite pépite du cinéma français, portée par notamment Nicolas Duvauchel, qui est notre invité de la semaine. Eh oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue Nicolas, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Comment tu te sens ? Est-ce que tu es prêt à parler de masculinité ? Écoute, on va essayer. On va essayer. Ok. Oui. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais point. Non. Tout va bien. Puis, je dirais ce que je pense. Oui, voilà, on est c'est là pour l'idée. ça. La première question, elle est assez large, et c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ? Waouh. Ah ouais, ça commence. Ouais. Alors, pour moi, être un homme, ça veut dire quoi ? Déjà, s'accomplir en tant que personne, déjà. Je pense même avant d'être homme-femme, s'accomplir en tant que personne, je pense, quoi. Et être un homme, c'est quoi ? C'est assez compliqué, donc. C'est... pour moi, ce serait toutes les valeurs que j'aime bien, par exemple la galanterie, tout comme ça. Maintenant, c'est vachement, ça paraît sexiste quand on dit mademoiselle. Il y a des choses comme ça. Maintenant, même mademoiselle, on dit plus apparemment. Voilà, donc pas dans les documents administratifs en tout cas. C'est clair. Dans la vie, on a le droit. C'est clair, voilà, on a le droit. Mais d'être, de continuer à être, galant avec les femmes, des choses comme ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup les femmes déjà d'entrée. Et c'est vrai que, pour moi, être un homme, c'est tout ça. Et puis aussi, j'ai des filles aussi, donc c'est essayer de les élever, en tant que personne, même avant qu'elles soient femmes ou hommes, les élever en tant que personne, quoi. Voilà. Oui, c'est intéressant parce que t'es seulement le deuxième invité du podcast avec Fabrice, qui est donc le co-animateur. Moi aussi, j'ai des filles, tu vois. À être père de famille, vous avez tous les deux filles. J'ai un garçon maintenant, un troisième. Oui, maintenant, t'as un garçon. Voilà. Oui. Est-ce que tu as un rapport différent quand tu penses à comment élever tes filles et comment élever ton garçon ? Parce que j'entends plein de mes potes qui disent fais gaffe, ta fille quand elle va avoir 15 ans, 16 ans, ça va être dur pour toi à ramener des mecs et tout. Mais moi, ça me fait pas du tout peur, quoi. C'est bizarre, quoi. Je suis vachement libre là-dessus. Et puis je pense que quand on met des barrières à des personnes, elles font encore plus n'importe quoi après. Donc moi, c'est un peu ce que mon père a fait avec moi. Il m'a mis beaucoup de barrières et j'ai tout cassé, on va dire. Donc j'essaye de pas faire ça avec mes filles, non, et j'essaye de les responsabiliser au maximum et qu'elles se respectent et puis qu'elles fassent ce qu'elles ont envie aussi plus tard. Hein. Bon, là, la question de la sexualité se pose pas encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Donc et puis surtout de leur inculquer des bonnes valeurs, je pense, le bien et le mal, sans parler de religion. Hein. Moi, je suis athée, donc je lève pas du tout là-dedans et je pense qu'on n'a pas besoin de la religion pour connaître le bien et le mal, et souvent ça fait plus de mal que de bien pour moi, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que oui, j'essaie de leur inculquer des bonnes valeurs, quoi, de respect, même de politesse. Pour moi, c'est quelque chose je vois plein d'enfants, l'enfant roi, pour moi ça marche pas, quoi. Chez moi, c'est pas comme ça du tout. Et parfois, je suis un peu dur avec elles et avec eux même, mais je pense que ça leur sert plus qu'autre chose, oui. Et tu penses, parce que tu disais que ton père t'a mis des barrières, est-ce que tu penses que c'est plus le rôle du père de mettre des barrières que celui de la mère, ou est-ce qu'avec les mères de tes enfants c'est assez partagé Non, les mères sont là aussi à mettre des barrières aussi. Non, je pense que ça c'est aux deux parents, quoi. Hein. Voilà, moi j'ai jamais été très longtemps en couple, hein, même quand j'ai eu des enfants.
Bon voilà, c'est les aléas de la vie. Voilà, je suis peut-être plus un bon père qu'un bon mari, peut-être, ça c'est possible aussi. Hein. Mais c'est quelque chose qui me... Non, je pense que ça doit venir des deux parents, quoi. Je pense que puis il faut se concerter toujours pour garder une ligne commune, on va dire, parce que si on entend quelque chose, c'est sa mère et que son père lui dit bah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, c'est un peu pour eux, c'est un peu déstabilisant, mais ouais, déjà être un homme pour moi, c'est être un bon père, quoi. Déjà. Je pense, bon, on peut être un homme sans avoir d'enfant aussi, hein. Mais pour moi, c'est ça. Puis pour moi, la paternité, c'était quelque chose que j'ai voulu avoir très tôt et je voulais connaître ça. Et puis je regrette pas maintenant d'avoir. Maintenant, j'ai 38 ans, ma grande elle a bientôt 14 ans, là, donc il y a quand même un rapport vachement plus facile. Je pense que quand les parents sont jeunes, c'est ce que je pense. Ouais. T'as ressenti quoi quand t'es devenu père ? C'était. Quelle question. Je sais pas, c'est indescriptible, quoi. Je suis sorti fou et puis on se sent, voilà, après on est plus tout seul, donc on fait plus attention à ce qu'on fait. On est peut-être plus responsable aussi, ça m'a responsabilisé beaucoup aussi, je pense. Et oui, on fait plus attention à ce qu'on fait quand même, quoi. Malgré tout, quoi. Bon, après je fais le con toujours et tout, mais peut-être un peu moins que maintenant qu'il y a les enfants, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'appelles faire le con ? Sortir, des choses. Non, mais voilà, après, je veux dire, je vais pas me mettre non plus, je vais pas rester chez moi tout le temps parce que me dire, parce que j'ai des enfants, je peux plus rien faire ou des choses comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il faut garder sa liberté. Mais quand je suis là avec eux, je suis là à 100%, quoi. Voilà, je vais chercher ma petite, je vais la chercher à l'école, ce que pouvaient pas faire mes parents, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que moi, avec le métier que je fais, j'ai de la chance de pouvoir aller les chercher, les emmener à l'école, des choses que pouvaient pas forcément faire mes parents. Voilà, mais après je peux être parti aussi 2 mois sur un tournage où on se voit pas et là c'est plus compliqué, mais ouais, ça m'a fait quelque chose, ça m'a responsabilisé tout de suite et puis j'étais très content d'avoir 2 filles en premier, quoi. Ouais. Ah ouais, je sais pas pourquoi, ouais, d'avoir des petites filles, c'était encore plus doux pour moi, peut-être, quoi. Il y avait un truc, peut-être que je me sentais pas non plus homme encore déjà à l'époque quand j'ai eu ma première fille, donc maintenant que j'ai un fils et que je me sens vraiment homme, c'était plus facile pour moi, quoi. Puis d'avoir des filles, je sais pas, il y avait un truc plus simple, bizarrement. Ouais. Parce qu'on dit toujours que vous êtes des chieuses, mais moi elles sont super. C'est bien de faire mentir les clichés. Bon cliché sexiste. Et t'as à nouveau évoqué tes parents. Quand tu parlais des barrières que ton père te mettait, c'était quel genre de barrières ? T'avais quel genre de relation avec ton père ? Il parlait pas beaucoup, donc... Voilà, c'est un mec comme tous les mecs, hein. Ouais, comme voilà, c'est ça, pères, c'est ça. Moi, j'essaye d'être plus dans la communication quand même avec mes filles et mes enfants, ouais, d'être un peu plus dans la communication, on va dire, quoi. Bon, après, c'est elle qu'on pourrait me parler quand je parle de ces histoires de cœur à ma fille. Rien à faire, elle veut pas m'en parler. Elle en parle à sa mère, mais moi, je lui dis, tu peux m'en parler. Elle a pas du tout envie. Mais c'est vrai que mon père, oui, il était pas du tout dans la communication. Bon, après, il m'a inculqué plein de belles choses aussi, hein. C'était pas juste un mec qui parlait pas, voilà, c'est un super mec, mais c'est vrai que oui, on a eu un moment quand à l'adolescence, c'était un peu compliqué, quoi, de parler. Je parlais qu'à ma mère, ça n'entendait pas avec mon père. Et il y avait des choses, oui, un peu difficiles, mais bon, tout le monde a vécu ça un peu, je pense. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent parmi les invités du podcast, le rapport au père et le fait que les mecs sont pas beaucoup élevés à parler, donc les pères parlent pas beaucoup à leurs fils, surtout ceux de... Ouais, je pense que les pères comme Fabrice et toi, peut-être vous avez plus de facilité à vous exprimer, mais à les générations d'avant... Pas 2.0, c'est ça. On essaie de plus comme ça. On essaie de compenser aussi, je pense, la relation qu'on n'a pas eue à nos pères, quoi. Ah ouais, complètement. Il y a des choses qu'on essaie de pas réitérer, quoi. Mais parfois, j'ai des réactions, je me dis, putain, merde, on dirait mon père. Merde, putain. Et ouais, j'essaye bon, après, c'est pas un monstre, hein, non plus, hein, le pauvre, s'il va m'écouter, il va être dégoûté, quoi. Non, c'est pas un monstre, hein, c'est un super mec, mais c'est vrai que niveau communication, oui, c'est pas un pro de la communication, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on essaie de pas réitérer, quoi. D'être plus à l'écoute, voilà, des choses comme ça. Et tu penses que votre rapport, il a changé au moment où toi, t'es devenu père ? Oui, je pense qu'on s'est beaucoup rapprochés, oui, après que j'ai eu mes 2 filles, quoi. Oui, il y a un lien qui s'est fait, et puis même lui, de le voir grand-père, quoi. Du coup, c'est plus un père, vraiment juste un père, quoi. C'est quand même le grand-père de mes filles aussi, donc, mais je l'appelle papy maintenant aussi, donc
Voilà, même lui, ça l'a calmé direct. Hein. Je lui ai dit, tiens, papy, là, bim, hop, un bon vieux papy dans les dents, là. C'est vrai que ça calme un peu. Donc, mais il le prend bien, et puis même lui, il est un peu plus cool maintenant aussi, quoi. Je crois que, voilà, avec les années et tout, moi, je suis moins en demande aussi, et puis lui est plus cool aussi. Donc, on a fait un petit bout de chemin l'un vers l'autre, quoi. Et c'est vrai qu'avec les enfants, ça a beaucoup aidé, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Pour ça, c'est magique, quoi. Même quand je les vois avec mes filles, quoi. Puis même moi, la figure de grand-père, paternel, d'ailleurs, le père de mon père, c'était quelqu'un d'assez dur aussi. Et à la fin de sa vie, c'était pareil, quoi. Il était beaucoup plus cool. Et puis moi aussi, on avait un meilleur rapport, quoi. Donc je pense que, voilà, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Est-ce que tu penses que tu t'es assagi avec les années? Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu des interviews de toi et tout pour préparer ce podcast. T'étais souvent défini comme le bad boy du cinéma français. T'as un côté un peu voyou, t'as des tatouages. Ça fait 20 ans qu'on me dit ça, quoi. Je comprends pas. Je suis super mignon, super gentil. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, c'est les tatouages, c'est pour ça, je pense. Enfin, ok, t'es tatoué et t'as joué des rôles de voyou, mais c'est un métier, acteur. Ça veut c'est pas fini, dire ça, maintenant. Puis j'ai plus l'âge pour jouer les voyous. Bah, dans Bonhomme, tu joues pas un voyou, t'es plutôt celui qui est stable dans le couple. Ouais, c'est ça. Un peu plus que ta compagne Marilyn. Ouais. Et du coup, j'étais surprise que ça continue un peu, j'ai l'impression, à te coller à la peau cette image de bad boy. Ouais, mais les gens aiment bien mettre des étiquettes, et puis bon, après si c'est bad boy, je sais pas trop ce que ça veut dire en plus. Voilà. Après, c'est venir d'un certain milieu, oui, c'est possible, et puis traîner avec des voyous un peu, c'est possible. Là, je l'ai fait pendant un moment, mais ça c'était quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que maintenant je suis plus là-dedans, et puis maintenant j'ai d'autres choses à faire, quoi. J'ai les enfants, j'ai d'autres choses à faire. Ouais. T'es rangé. Oui, c'est ça. Comme on dit, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Non, mais c'est vrai que après, c'est une étiquette qu'on m'a mise, parce que oui, j'ai fait deux, trois rôles où je faisais des voyous, même dans Braco ou des choses comme ça. Je pense que surtout de là que ça vient, mais non, moi je suis un gentil garçon. Voilà. Bah oui. Ça vient d'où les tatouages? Parce que donc t'as des tatouages d'inspiration japonaise, notamment. Ouais. C'était quoi l'impulsion? Parce que j'ai envie d'être tatoué déjà. J'en ai fait un à la fin de mon premier film, j'en ai fait un dans le dos. Après j'en ai fait un autre en bas du dos. Après j'ai fait le bras. Après j'en ai fait un ici. Enfin ouais, j'aime bien ça en fait, quoi, tout simplement. Et puis après c'est des dessins que j'aime bien, et puis c'est une envie, quoi, surtout, quoi. C'est une envie, c'est un peu comme une drogue, hein. Une fois qu'on a commencé, c'est un peu compliqué de s'arrêter, et c'est vrai que j'ai toujours aimé le dessin, déjà les illustrations, et puis il y a des trucs, voilà, j'aime bien ça, quoi. Ça m'appartient, quoi. En plus c'est mon corps, donc après c'est compliqué en tant que comédien d'avoir des tatous et tout, mais bon, une chemise et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Les manches longues. Voilà, manches longues, hein, on est tranquille. Non mais c'est vrai qu'après oui, ça ferme peut-être la porte à des rôles et tout, mais il y a plein d'autres rôles à faire, donc je me soucie pas trop de ça. J'ai été surprise, enfin j'ai pas été surprise, mais j'ai été vraiment touchée dans Bonhomme par, je pense que c'est rare de voir un personnage masculin qui est aussi vulnérable, parce que donc ton personnage Piotr a un accident de voiture, il a un choc au niveau du front, et il est touché par ce qu'on appelle le syndrome frontal, qui fait qu'il est conscient et mais plus vraiment lui-même, donc il a un manque de maturité et une très grande libido. C'est un mélange assez surprenant. Comment t'as fait hypersexuel, comme on dit, ouais. Hypersexuel, ouais. Comment t'as fait pour développer cette vulnérabilité-là dans ce rôle? Déjà, j'ai beaucoup travaillé avec Marion. On est parti voir un professeur, je sais plus où c'était, dans un hôpital en banlieue, je sais plus, je vais pas dire de conneries, donc je vais pas dire où c'était, merde. Bon bref, je me rappelle plus vraiment, mais on est parti voir donc des gens qui avaient été à différents stades, quoi, donc juste après l'accident, des gens qui étaient en rééducation, on a beaucoup parlé avec le professeur, je parlais avec Marion, et on a rencontré un super mec qui s'appelle Laurie Leyette, qui est un mec de Lille, et qui a une association en fait pour les cérébrolésés, donc il doit avoir une trentaine de personnes qui se réunissent tout le temps, il les fait sortir, il les fait se voir, pour qu'elles parlent un peu de ça, ces personnes, et c'est vrai qu'avec lui, on a joué beaucoup de scènes, on a essayé de trouver le personnage avec lui, pour que ce soit déjà crédible, et puis le façonner parce qu'il y a autant de...
il y a autant de cas différents qu'il y a d'êtres humains, donc ça se manifeste différemment chez plein de personnes. Des mecs super durs, j'ai rencontré un mec du Sud-Ouest qui était patron de restaurant, qui était super dur avec ses enfants, et puis il a eu un accident, et maintenant le mec c'est une crème, il rigole tout le temps. Il change complètement de personnalité, tout en étant conscient de la personne qu'il était avant, quoi. C'est ça qui est complètement fou. Et donc, oui, j'ai essayé de trouver le personnage comme ça. Et avec Laurie, on a beaucoup travaillé. On se voyait tous les jours. On bossait le matin, après on faisait une pause, on bossait l'après-midi. On essayait de trouver, de faire pas mal de choses. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Et puis surtout, après, il fallait faire ça sur la continuité, sur tout le tournage. Donc, c'est ça qui était un peu compliqué. Sans douter, j'ai pas arrêté de douter, bien sûr, mais sans... une fois qu'on y était, quoi, que c'était lancé, il fallait vraiment te tenir ce personnage et qui reste un peu comme il est, ouais, comme tu dis, vulnérable, parce qu'il peut plus se faire bouffer presque, il oublie tout, et il est vraiment, c'est comme un enfant à charge, quoi. C'est redevenu un enfant, donc et il fallait rechercher, oui, tout ce côté enfant vulnérable, et c'était pas évident, hein, surtout que. Enfin, moi, je vis seul, je vis depuis. Je suis parti chez mes parents super jeunes et tout, donc j'ai jamais été assisté ni rien. Donc, et puis c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Donc, ouais, il a fallu trouver ce côté vulnérable et de se replonger. Pour moi, c'était vraiment un truc de se replonger dans l'enfance, dans l'état un peu d'enfant, on va dire, de 10 ans, quoi. Quand t'as 10 ans, même 8 ans, on va dire, dans la tête, quoi. Et puis grâce à Anna Girardot aussi, qui m'a beaucoup aidé, qui a eu un super regard sur moi, qui était super douce et c'était vraiment super agréable, elle m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que oui, d'aller chercher cet état, déjà c'était fatigant, de se replonger tous les jours dedans, mais la façon de marcher, la façon de parler aussi, c'était pas évident, quoi. Donc j'ai beaucoup douté. Mais même moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas bien, quoi. Après, je suis rentré chez moi, après, là, j'étais pas bien du tout. Quand j'ai vu la première fois, parce que ça m'a choqué de me voir parler différemment, marcher différemment, ce que j'avais jamais vraiment fait. Jusque-là, comme rôle, là, c'était vraiment une grosse composition. Donc, c'était, pour moi, de me voir comme ça m'a vraiment. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, quoi. C'était assez bizarre de se voir. Tu penses que ça t'a renvoyé à un côté de. Justement, de vulnérabilité qui est aussi en toi, du coup? Peut-être ça, et puis peut-être aussi de pas se reconnaître, quoi. Il y a un truc, après, moi je sais que j'ai les côtés vulnérables et tout, ça j'assume, mais pas du tout. Puis pour moi, d'être un homme aussi, ça en fait partie, d'assumer ce côté-là, quoi. Pas faire le gros dur tout le temps, de savoir qu'on a des faiblesses, et puis d'accepter, et même de les montrer aux autres. Voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais plus que ça, c'était le fait de se voir vraiment comme ça, quoi. Ça m'a... Et j'ai lu dans le dossier de presse que les associations avec qui vous avez bossé, notamment c'est l'Union des cérébraux lésés, a salué ta performance en disant que ça rendait un pan... Enfin, c'était... Je vais le refaire. Que c'était très conforme à la réalité de ce que ces gens vivent et que c'était pas une caricature ni rien, ce qui, j'imagine, est un facteur de stress quand tu joues une personne en situation de handicap. Bien sûr, tu vas pas les trahir. Bien sûr, il y a un truc... même si j'ai pas fait... bien sûr, j'ai fait ça un peu pour eux aussi. Après, c'était vraiment de parler de ce mec-là qui est... on va dire qui est un homme accompli, qui a un taf, qui est avec sa meuf, mais... et qui d'un coup, tout est inversé, quoi. Lui, il se retrouve justement sans taf, c'est elle qui le nourrit, c'est elle qui lui fait tout. Et c'est vrai que quand ils sont venus me dire ça à la fin, même de la projo, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose de... Ouais, ça m'a fait du bien, et puis je me suis dit, mais on s'est pas gouré, quoi. Donc, même si le résultat était... même moi, j'étais flippé un peu. C'est vrai que c'était un peu flippant de se voir comme ça, quoi, parce que je me suis jamais vu comme ça, quoi. Donc, ouais. Et comment t'as géré l'aspect hypersexuel? Parce que donc c'est un personnage qui, comme tu dis, il a 8-10 ans dans sa tête, il a ce genre d'égoïsme qu'ont les enfants, il pense beaucoup à lui, quand il veut un truc, il le veut tout de suite, il fait des caprices, mais il est pas de mauvaise volonté, c'est juste que... Non, c'est juste qu'ils sont comme ça, quoi. Comme un enfant, quoi. Ouais. Mais par contre, il a une libido qui est très forte, et comme il a perdu les codes sociaux de quand est-ce qu'il faut contrôler sa libido, il a vraiment la gaule tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme, on va dire, il y a un truc un peu pour moi de Adam et Ève, quoi, où le mec il s'en fout, il est à poil. Un truc que même quand on est enfant, on est à poil, on s'en fout. Et puis après, la société fait que
voilà, tout ce truc judéo-chrétien fait que voilà, faut se couvrir, faut bon après bien sûr on va pas se balader un poil dans la rue, hein, c'est pas, mais c'est vrai qu'il y a un truc où on ne nous apprend pas à être fier de notre corps quand même dans cette société, où pour moi il y a vachement un truc où c'est honteux quoi, un peu, il y a un truc de honte un peu quoi, comme dans toutes les religions, et ça c'est les religions qui nous inculquent ça, on va dire, ou même dans l'aspect social des religions, qui est un truc où on a honte de notre corps, où il faut se couvrir, et là justement ce qui était marrant c'est que lui il est à poil tout le temps, donc c'était, et puis même sur le plateau les gens étaient plus gênés même que, c'était pas moi qui étais gêné, c'était les gens qui étaient gênés quoi. Après bon il y avait des prothèses et tout pour les pour les érections, pour les verges en érection, turgescente. Non mais en vrai ça m'a positivement surprise parce que c'est très rare qu'on voit ça, qu'on voit juste genre un mec qui bande, mais que ce soit montré comme bah oui ça fait partie de la vie. Ouais, mais normalement c'est moins de 18 hein. Très sublimé, mais là c'est juste les meufs on peut les mettre à poil, y a pas de souci hein. Ouais. C'est toujours ça aussi, il y a toujours de ce truc là de les meufs à poil, pas de problème, mais une bite qui bande c'est moins de 18 tout de suite. Bon là c'est pas moins de 18 hein, on la voit pas vraiment. Oui, on la devine. Habilement, c'est habilement filmé. Voilà, c'est habilement filmé. Non, puis même, il y avait un truc justement sur le rapport à la nudité dans le film. Il y avait un truc où elle filmait ça normalement, quoi. Il n'y avait pas de truc, tiens, on appuie là-dessus. Justement, elle a essayé de faire ça comme si elle aurait pu me filmer habillé, sauf que j'étais à poil, quoi. Ça qui était vachement. Où le mec, pour lui, c'est normal d'être comme ça. Et oui, il y a un truc. Il y a encore du truc de l'enfant où quand tu t'amuses, que tu as 3-4 ans, que tu es à poil, c'est pas grave, quoi. Tout le monde s'en fout, quoi. Et donc toi t'as pas de souci avec tu me dis que toi t'étais pas gêné sur le plateau Non ça va, moi je sais pas, je suis pas exhibitionniste mais j'ai pas de non j'ai pas de, c'est vrai, je suis pas voilà, ça m'arrive de me balader à poil chez moi, j'ai pas de, je mets bon pas devant les petites hein, non plus, hein, pas déconner, mais forcément c'est un peu gênant après, elles sont grandes, elles commencent à être grandes, mais quand même, mais oui moi je suis pas du tout pudique là-dessus quoi. Et puis même sur un plateau, en plus on est une équipe, on se connaît, voilà, il y en avait plein que je connaissais. Marion, j'avais déjà fait Rien dans les poches avec elle, où j'avais des scènes à poil aussi, donc puis j'en ai eu pas mal dans les films, donc ça va, ça je suis c'était pas la partie la plus compliquée on va dire. Mais c'est vrai que oui, au rapport au corps, là-dessus j'ai aucun problème. Et dans cet aspect de personnage qui a une très forte libido, il y a une notion de consentement qui est un peu floue parce que du coup, donc sa compagne se retrouve à pouvoir lui faire du bien quasiment que par la sexualité au début, puisque au début il est vraiment, comme tu dis, il y a une rééducation, donc c'est une maladie évolutive, mais au début elle est vraiment désemparée parce qu'en plus elle est pas infirmière de profession, quoi, c'est pas son métier de faire ça. Et j'ai trouvé ça intéressant que le film reste toujours dans la nuance. Il n'y a pas de condamnation de en fait c'est bien ou c'est pas bien, je pense que c'est comme ça quoi. Voilà. C'est ça, il y a un truc de. Ouais, puis même nous on s'est posé la question avec Marion, même il y a une scène où je prends un nain comme ça, voilà, sans lui demander ni rien. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question sur le fait du consentement et tout, mais bon allez. Mais voilà, ça fait partie aussi, on a eu des histoires, moi j'ai entendu des histoires que Laurie m'a racontées sur des cérébrolésés hypersexuels, ouais, il y en a, même il en a un qui s'occupe d'un mec là, qui était qu'avec des meufs avant, et puis maintenant il m'a dit, il fait tout, mec, meuf, voilà, dès que ça lui plaît, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît, il essaye quoi, hein, après voilà, il s'est mangé des claques dans la gueule, il s'est... voilà, mais ils insistent pas, c'est pas des violeurs non plus, quoi. C'est ça aussi qu'il faut dire, quoi. C'est pas le mec, si on lui dit non, tu gueules une bonne fois dessus, il disait, et puis c'est bon, c'est fini, le mec il s'en va, quoi. Mais c'est vrai que oui, il y a un rapport un peu étrange, oui, sur le savoir s'il y a consentement ou pas, quoi. C'est vrai, on s'est posé la question, mais bon, ça va, dans le film, il n'y a pas... Non, dans le film, il y a pas de... J'ai pas été mal à l'aise en me disant est-ce que je suis en train de regarder un viol ? C'était juste, c'est intéressant de voir cette zone grise de... En fait, je crois qu'en plus, il y a une scène, un moment où elle lui dit non, vas-y, t'es chiant, et il s'arrête. C'est juste qu'il boude un peu, il est là, genre. Il est dégoûté, il réessaye, et puis là, je te dis, putain, ouais. Donc oui, voilà, c'est ça, il tente. Hein. Il essaye comme un gamin, on va dire, un peu un gamin maladroit, quoi. Mais sauf que le mec a 30 piges, quoi. 35 même. 38 même. 30, voilà. Est-ce que ça arrive aussi aux femmes qui ont des... Parce qu'en fait, donc, le film, c'est le point de vue d'un homme, et j'ai pas réussi à trouver si les femmes qui avaient ce genre d'accident aussi avaient ce côté libido. Oui, il y en a, et surtout, c'est surtout des mecs qui vont profiter justement de cette faiblesse, qui vont coucher avec elle et qui vont demander de l'argent.
et elles vont donner parce que il est sympa le gars, des choses comme ça sans calculer. Le gars il n'a plus aucun calcul sur le long terme et tout, donc c'est vraiment un truc de, elles vont se dire il est sympa, et puis elles vont se faire abuser, pas juste sexuellement, hein, même de l'argent, des choses comme ça. C'est compliqué, c'est compliqué, puis c'est encore plus, je trouve, encore plus dur pour une femme, je trouve, ouais. Parce que tu penses que la sexualité féminine est moins considérée que la sexualité masculine? Je sais pas, ça dépend avec qui. Hein. Ça dépend avec qui, ouais. Après, il y a plein de mecs qui sont là, ils prennent juste leur plaisir et puis ils s'en foutent de. Voilà, tu parles de ça, par exemple, de choses comme ça. Ouais, par exemple. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que même sur les films de cul, c'est toujours un peu ça, quoi. Voilà, la meuf qui suce, pardon, excuse-moi, mais la meuf qui suce, et puis le mec font rien, et puis ils sont là, puis ils simulent après, et on croit que c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que il y a un petit problème d'éducation sexuelle, même sur les jeunes et tout, où les mecs croient que c'est de bourriner une meuf dans un coin pour la faire jouir, quoi. Alors que moi, je sais que c'est pas ça, par exemple. Sinon, on s'ennuierait. Hein? Ah bah oui, oui. Je fais une diagonale, je reviens sur l'autoroute de la paternité. Est-ce que tu parles d'éducation sexuelle? Est-ce que, tu as dit que ta fille qui a 13 ans, elle a pas trop envie de te parler de ses bails romantiques. Mais est-ce que l'éducation sexuelle, t'essayes de la faire? Est-ce que la mère de tes filles essaye de la faire aussi? Je pense que le garçon est petit encore. Moi, je lui ai dit qu'elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait, mais elle veut pas. Donc, voilà. Mais je pense que oui, sa mère lui en parle beaucoup. Elle lui en parle beaucoup, oui, elle lui en parle. Et puis après, il n'y a pas de tabou. Hein, donc, on lui a toujours dit. Donc, et je pense que ça, ouais, c'est important. C'est important et c'est même primordial, je pense aussi, ouais. Et surtout, maintenant, à l'heure d'Internet, hein, comme je te dis, où tu tapes n'importe quoi sur un truc. À notre époque, c'était pas comme ça, quoi. Il n'y avait pas Internet. Quand on regardait un film de cul, c'était en VHS. Sur Canal+. Voilà, sur Canal+, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc oui, on n'avait pas accès à tout ça. Donc maintenant, il faut faire attention, quoi. Internet, c'est bien, mais il y a des trucs où tu regardes c'est pas de des l'éducation, vidéos, quoi. Non, voilà. C'est du porno. Et puis même, c'est des acteurs, les gens, quoi. C'est ça qu'ils oublient, quoi. Après, c'est que ils jouent. Enfin, c'est un métier. Ils jouent à des jeux d'adultes, mais ils jouent quand même, ouais. Mais oui, c'est un métier, quoi, c'est vrai. C'est vrai, j'entendais la dernière fois la Nikita Bellucci, là, j'ai vu là, qui a sorti un livre et tout, elle se faisait insulter, la pauvre. Oui, c'est l'actrice porno qui a été victime de cyberharcèlement, notamment de très jeunes garçons. Photos, de très jeunes garçons, mais bon, après c'est le truc d'Internet aussi, derrière leurs écrans aussi, il y a un truc un peu de l'acheter comme ça, mais ouais, dur pour elle, quoi. Dur de. Ouais, on dirait qu'elle a fait ça, on dirait qu'elle a pas le droit de faire autre chose après, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Oui, parce qu'en plus, elle a changé de métier depuis. Mais c'est comme ça a toujours été le truc des mecs aussi. C'est les mecs qui baisent 15 meufs, c'est des donjons. Si les meufs baisent 15 mecs, c'est des salopes. Hein. C'est bien, on est là-dedans. Hein. C'est ça qui est dommage. Hein, mais ouais, on a du mal à accepter le plaisir féminin, quoi. Que ce soit au même niveau que celui d'un mec, quoi. Tu penses que c'est en train de changer ? Nous, à notre échelle sur Mademoiselle, on essaye de faire en sorte que ça change et de faire de l'éducation. Pas sûr, malheureusement. Hein. Malheureusement, ouais. Bah ouais, hein, c'est triste à dire. Et puis en plus, là, les religions elles reviennent en masse, j'ai l'impression. Donc, puis ça arrange pas les choses, quoi. Sur la façon de traiter les femmes dans les religions, ça n'a jamais été quand même. Ah, c'est pas leur spécialité, l'égalité homme-femme. Non, hein. Ils font peu. Non, c'est pas au programme, hein, toujours. Mais donc ça, c'est un peu dommage. Et vu que ça, c'est quelque chose avec des gens, on peut pas discuter de ça. Quand on parle de Dieu, après, c'est non, tu discutes pas de ça, tu dis pas ça, c'est pas possible. Il y a un truc vraiment où on peut plus discuter, quoi, où c'est complètement bloqué parce que c'est Dieu, parce que c'est blasphème, c'est ouais, des choses comme ça qui, moi, me dépassent un petit peu, mais je suis pas sûr que ce soit en train de changer, malheureusement. J'espère que ouais, j'espère dans les prochaines années, ça ira mieux, hein, mais ça y est. Bah oui, ouais, bah il faut. Mais puis ça, l'éducation aussi, quoi. Voilà, mon fils, j'apprendrai ça aussi. J'espère. C'est surtout aux mecs qu'il faut apprendre ça, pas aux filles, quoi. Malheureusement. Donc, ouais, un peu. Je pense qu'il y a du boulot à faire des deux côtés, mais Fabi, t'avais une histoire avec ta fille qui s'est fait mettre une main aux fesses en primaire, encore, ouais. En CM2. Ouais. En CM2, ouais. Eh bah dis donc, putain. La colline claque. Ah bah c'est bien, belle réaction. Hein, excellente réaction. Très bien, net. Mais elle s'est fait gronder parce que la violence c'est pas bien. Donc voilà. Bah c'est de la violence aussi, une main au cul quand t'as pas demandé, non. Voilà. On est d'accord. Aussi, hein. Mais c'est bon.
Tout à l'heure, tu galérais pour expliquer c'est quoi être un homme pour toi. Et souvent, un des trucs qu'on fait pour aider les invités, c'est de leur demander comment t'as fait, toi, pour te construire en tant que mec, quand t'étais plus petit, par exemple. À quoi tu ressemblais? Putain. Ça aussi, j'ai pas fait de psychanalyse encore pour tout ça. Non, mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi. J'ai jamais trop calculé. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de libre. Mes parents ont toujours été libres aussi. On va dire que ce soit dans la façon de voir les choses ou même politiquement, quoi. C'est des gens assez libertaires, donc c'est ça que j'aimais bien. Et pour moi, c'est je pense qu'il y a quelque chose à pas se conformer à ce qu'on nous a appris et à se découvrir soi-même ces vraies règles, ces vraies envies, les trucs qui me font mal. Moi, il y a des trucs qui me révoltent toujours, même à mon âge, et de pas se résigner, quoi, de pas être dans la résignation. Et quand on est jeune, on est tous révoltés. Bon, à part les mecs de jeunesse UMP et tout, mais on est tous révoltés par quelque chose quand même. Se révolter par à leur manière. Par trop d'impôts. Mais il y a des trucs, oui, comme ça que je comprends pas. Et je pense que quand on est à la période ado, on est toujours révolté par quelque chose, même. Donc moi, il y a un truc d'être un homme. Déjà, c'est pas se résigner à être ça, et même pour parler d'éducation, à mes filles, de vivre autre chose que ça, quoi, de pas être résigné là-dedans et d'être un consommateur parmi tant d'autres. Enfin voilà, ça en fait partie aussi, quoi. Je sais pas si j'étais très clair, mais il y a un truc de. Si, il y a un truc de révolte aussi contre l'autorité, quoi. Pour toi. Bah ouais, mais moi je pense que c'est primordial, quoi. Tu disais que t'étais parti tôt de chez tes parents. Ouais. Assez jeune, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Et est-ce que c'était un mouvement de révolte ou est-ce que c'était juste les circonstances qui ont fait que... Oui, j'avais envie d'être... j'ai envie de vivre ma vie, quoi, en fait, ouais, tout simplement. Et puis commencer à faire des petits boulots de merde. Et puis après, le cinéma est arrivé. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc où j'avais pas envie de rendre de compte. Et puis j'ai envie de faire ma vie, hein, mais j'avais besoin de ça aussi, je pense, pour m'affirmer. Et puis voilà, en tant que jeune homme. C'était pas encore un homme, mais ouais, il fallait que je m'affirme, et j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin de ça. Je sais pas, c'était un besoin, ouais. Et puis je me sentais libre, quoi, quand j'ai fait ça, de partir et de rentrer tout seul. J'avais pris un appart et tout, c'est vrai qu'il y avait un truc on est libre, quoi, qui est assez grisant quand on est jeune, quoi. Et, maintenant, je rentre chez moi le soir. Bon, je rentre chez moi le soir, c'est plus comme il y a 20 ans, mais voilà, ouais, on s'habitue. Mais il y avait un truc super grisant, qui était, où j'avais de compte à rendre à personne, ouais, qui était assez agréable, ouais. Tu regrettes pas? Non. Oh bah non, non, il y a des choses qui auraient pu mieux se passer à l'époque, mais bon, puis j'étais jeune, j'étais un peu plus soupolé. Voilà, comment on dit, ouais, soupolé, hein. C'est ma mère qui dit ça tout le temps, soupolé, hein. Mais ils sont du Nord, tes parents? Ma mère de Normandie, mon père, ouais, de Picardie, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc, oui, où je me sentais libre, et puis puis voilà, je pouvais voir qui je veux. Voilà, c'était bien. Quand tu dis soupolé, est-ce que t'es du genre bagarreur? Oh, j'étais, ouais, quand j'étais plus jeune, ouais. Ouais, mais ça s'est vite calmé après. À l'arrivée des petites, j'étais moins bagarreur. Puis ouais, on n'est plus tout seul, hein. Puis ça passe avec l'âge. Elle est vraie, cette histoire, comme quand t'as été découvert à un cours de boxe thaï quand t'avais 18 ans pour ton premier rôle? Ça s'est passé comment? Bah, je faisais de la boxe très régulièrement, j'étais très assidu. Et puis il y a Antoine Carrard, qui est un directeur de casting, et il s'occupait du film d'Éric Zonka qui s'appelait Le Petit Voleur. Donc il est allé à la salle de boxe, tous mes potes étaient là, ouais, moi je vais faire le casting, et moi j'étais dans mon coin, enfin voilà, le mec il arrivait, je m'en foutais. Je suis en train de taper dans mon sac, et puis il m'a dit, toi là-bas, là, viens voir, chez moi. Il fait, ouais, viens, donne-moi ton nom, viens demain. Et puis j'y suis allé, je passais le casting. Et c'était pour la figure en fait à la base, donc c'est parti comme ça, et puis après ils m'ont fait apprendre un texte. Et donc j'ai planté 2 fois. Au début, j'ai planté 2 fois, le pauvre. Je lui dis ouais, j'apprends, t'inquiète, je viens demain. Non mais voilà, il y avait encore un truc de liberté de pouvoir planter, voilà. Et toujours ce rapport à l'autorité qui est un peu. Puis si j'ai envie, quoi. Ouais, puis je dois rien à personne. Il y avait un truc de je dois rien à personne. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. J'ai pas envie. Je prends pas plus la tête que ça. Et puis après, il m'a rappelé, il m'a dit c'est con quand même. Vas-y, enfin tu vois, tu risques rien, au pire on va te prendre. J'ai dit ouais, c'est vrai, il a raison. Puis j'y suis allé, j'ai fait un essai, 2 essais. Après le réalisateur est venu, et puis c'est parti comme ça. Ouais. Et avant ça, le cinéma, ça t'avais jamais effleuré? Non, j'aimais bien, mais théâtre, non. Rien du tout. Non.
Wow. Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre, hein, mais ouais, c'est venu comme ça. Et puis après, c'est vrai que l'ambiance sur le plateau, ça m'a beaucoup plu justement de pas être là au même endroit tous les jours, de changer tous les jours de décor. Il y avait un truc où c'était pas justement moi, mon angoisse, ça aurait été de me retrouver, excusez-moi, mais dans un bureau. Bon là, c'est un bon bureau, hein, mais quand je vois, on va pas mal le prendre. Non, mais comme moi, pour le bureau, moi, c'était. Nul. Tu vois, un peu genre Crédit Agricole, années 70. La Cogip, tout le monde, voilà, c'est ça exactement. C'était un peu ça, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment, ça aurait été mon angoisse, quoi. Vraiment de. Et là, je voulais pas faire ça, quoi. Voir les collègues de bureau tout le temps. Et puis on les choisit pas, ces collègues. Donc, c'est chiant, quoi. Tout ce que je déteste. Donc là, c'était vraiment bien de pouvoir travailler dans des endroits différents tous les jours. Et, bon, après, c'est la même équipe aussi, hein, mais ils sont souvent cool. Hein, donc, et ça, c'était vraiment. J'ai adoré, quoi, tout de suite, quoi. Adoré. Comment tu gères la notoriété? Parce que j'ai l'impression que t'as un vrai côté laissez-moi tranquille si j'ai pas envie, et si j'ai envie c'est cool, mais t'as un côté un peu indépendant, tu vois. Pas farouche, mais vraiment indépendant. Du coup, comment tu gères le fait que maintenant j'imagine que t'es régulièrement reconnu dans l'espace public et tout? Ouais, ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Et bon, après, les gens sont souvent sympas. Après, voilà, il y a des gens qui te prennent en photo, tu ne demandes rien, ça m'énerve un peu. Bah ouais, ça c'est un peu parler de viol, bon, c'est autre chose, pas de viol physique, mais ça c'est vraiment le genre de truc que je déteste, quoi, les gens qui te prennent en photo comme ça sans te demander. Bon, je suis pas Jean du Jardin non plus, il n'y a pas non plus un attroupement tous les 5 mètres, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me reconnaissent, mais c'est souvent sympa, les gens me disent ah coucou, j'ai bien aimé votre film, ou des choses comme ça, c'est toujours assez sympathique. On me jette pas de cailloux encore, donc je me dis ça va. Ouais, les gens sont assez tendres, voilà, bizarrement. Bah c'est mérité, heureusement. Écoute, pourquoi tu dis bizarrement? Parce que tu joues des persos. Non, mais c'est durs, vrai que je sais pas. Après, il y a toujours des mecs qui t'aiment pas et tout. Comme j'ai eu parfois des messages de gens qui t'insultent pour rien, des choses comme ça. On sait même pas pourquoi. Ah mais ils t'insultent jamais Mais en vrai, non. De visu, hein, non. C'est la grande règle d'Internet. Ah ouais, voilà. On va finir cet entretien avec une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Ouais. J'aimerais savoir, c'est qui pour toi les modèles masculins positifs qui existent? Que ce soit des hommes réels de la vraie vie ou peut-être des personnages masculins. C'est la pire question. Non, il y a toujours un petit temps de réflexion, c'est normal. Un mec que j'aime beaucoup, là, qui a pété les plombs, comment il s'appelle cet acteur qui joue dans The Mask là. Jim Carrey. Jim Carrey, là, qui a un peu retiré des affaires et tout, et qui était vachement en recherche spirituelle, on va dire, sur lui, sur la vacuité aussi de ce métier aussi. Parfois, on peut se demander de jouer quelqu'un tout le temps, quelqu'un d'autre, mais soit est-ce qu'on avance et tout, et c'est vrai, je sais pas, j'aimais bien ce mec, et puis qui a toujours été complètement ouf, et de le voir comme ça, vachement touchant. Là, j'avais vu une interview de lui là où il parlait de lui. Et il y a un documentaire d'ailleurs qui est sorti là, je crois, qui est sorti sur Andy Kaufman, là, c'est ça quand ouais, sur ça quand il a fait ça là, il était complètement barré, quoi, et je trouve ça, je sais pas pourquoi ce mec là me touche, et c'est quoi tes projets d'après? Est-ce que tu sais déjà? Là, ouais, j'ai tourné le film de Bonitzer, je pense mi-octobre, avec Sarah Giraudot, et voilà pour l'instant. Et on va au festival d'Angoulême avec Bonhomme, et puis je vais sûrement faire le film de Raphaël Persona là, à la rentrée en 2019, en février ou mars, voilà, que j'ai rencontré sur le film de Roger James que j'ai terminé là en juin, et qui a été une super rencontre, quoi. Voilà, lui c'est un super mec, quoi. Ouais, si vous voulez l'inviter un jour, c'est un super mec, Raphaël Persona, et il est loin aussi lui de tous les trucs, d'être dans le milieu. Voilà. C'était la petite digression sur Raphaël Persona, je dirais Nicolas Dubochet a dit que tu devrais venir. Ah bah ouais, ce serait super. Non, c'est un super mec, ouais, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, merci. Merci. Non, en tout cas, merci. Allez voir Bonhomme au cinéma, c'est un super film, vraiment. Ça sort le 29 août. C'est ça, dans toutes les bonnes salles. Là. Je vous défie de ne pas pleurer, vraiment. Personnellement, j'ai pas réussi. Merci infiniment à toi qui as écouté cet épisode de The Boys Club, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, idéalement, et un commentaire au podcast sur iTunes, ça l'aidera à être mieux référencé, et du coup il y a plus de gens qui vont écouter The Boys Club, et la vie sera plus douce. Si tu es sur YouTube, c'est la même histoire, tu peux mettre un pouce bleu et réagir en commentaire, me poser des questions, me dire ce que tu en as pensé, et qui tu aimerais voir dans de futurs épisodes. Je te donne rendez-vous mercredi prochain, et en attendant, porte-toi bien, je t'embrasse.